Bonjour et bienvenue à la discussion de notre dernier chapitre, la mercatique. Et je vais vous dire d'abord que ce chapitre est plus long que tous les autres. Donc, notre vidéo va être un peu plus longue ou peut-être même deux vidéos, mais c'est aussi la dernière. Donc, voilà. D'abord, je voudrais vous signaler que le chapitre parle du marketing et moi, je vais utiliser le mot la mercatique parce que c'est le mot correct, en fait. Donc, si vous regardez en ligne et si vous travaillez avec le Canada surtout, la mercatique, c'est le mot français officiel et vous pouvez lire cela pour plus de détails. Le marketing existe comme un mot, c'est un mot dans le dictionnaire français, mais le marketing, le sens officiel, c'est les techniques et les moyens d'action pour développer certains produits et services. Et c'est surtout lié avec une stratégie américaine, si vous voulez. Donc, c'est certaines stratégies, c'est certaines techniques. Oh, c'est toujours ça, n'est-ce pas? Certaines stratégies, certaines techniques pour la commercialisation des produits. Donc, la mercatique, c'est plus large. C'est tous les principes, c'est toutes les techniques, toutes les méthodes pour prévoir, constater, stimuler les besoins du marché en vue d'adapter la production et la commercialisation, etc. Donc, marketing, vous voyez ici, c'est la mise en marché des biens. Et donc, c'est le marketing direct, c'est le marketing politique, c'est le marketing hospitalier, etc. C'est plus limité. Donc, si vous voulez parler du marketing, dans le sens anglais, c'est vraiment la mercatique. Et le mot « le marketing », c'est une catégorie plus restreinte, si vous comprenez. Bon, alors, pour quelques personnes, le marketing, c'est le centre. Et ils veulent repenser le chapitre 7 et les autres chapitres où si vous vous souvenez des organigrammes, n'est-ce pas, vous avez la production comme une fonction, finance, personnel, marketing comme une fonction. Quelques spécialistes de marketing disent non, il faut avoir la mercatique au centre, n'est-ce pas, parce que cela joue un rôle avec tous les aspects différents. Je ne sais pas, pour moi c'est un peu trop peut-être, mais je ne suis pas mercaticienne, donc voilà. C'est un assez nouveau phénomène, la mercatique. Cela est apparu vers le milieu du XXe siècle et c'est un cadeau des États-Unis au monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans le passé, la mercatique n'a pas existé parce que il y avait une supériorité de la demande par rapport à l'offre. Donc, il y avait plus de besoins que produits. Donc, vous n'avez pas eu besoin de faire de la publicité. Aujourd'hui, dans les années 1960, l'offre dépasse la demande. Et donc, vous avez quelques choix. Le fabricant, l'entreprise peut limiter la production et ne pas faire. Donc, au lieu de faire 100 produits, je fais 20. Ou bien, je peux écouter le client, satisfaire le client et voilà les naissances de la mercatique. Aujourd'hui, vraiment, avec le climat des entreprises aujourd'hui, il faut avoir une attitude mercatique où vous avez un échec. C'est un échec de votre entreprise. Donc, voilà pourquoi la mercatique a une place d'honneur dans le monde des affaires. Alors, définition de la mercatique. L'ensemble des actions ayant pour objet d'assurer la vente de produits en fonction des besoins des consommateurs. Donc, vraiment, la mercatique, c'est pour assurer la vente et il faut faire attention aux besoins des consommateurs. Il y a deux phases. Phase d'étude où vous analysez le marché et phase opérationnelle où vous agissez. Vous voulez donc à ce moment-là effectuer la mercatique. Alors, dans la phase d'analyse, c'est l'étude du marché et aussi la segmentation du marché. Donc, dans l'étude du marché, il y a deux types d'études. Une étude quantitative, ce sont des chiffres
Qui, quoi, où, combien. Vous pouvez faire un sondage dans l'échantillon représentatif, un panel ou une enquête ponctuelle, une enquête ad hoc. Vous pouvez faire un questionnaire et vous allez avoir des chiffres, des données assez fixes et nettes et claires que vous pouvez donc analyser. Dans une étude qualitative, c'est plutôt pour des questions comment et pourquoi. C'est pour comprendre la motivation des consommateurs. Et ici, c'est surtout des entretiens individuels ou des entretiens en groupe. Et c'est plus détaillé, c'est plus complexe. Une bonne étude du marché, à mon avis, comprend les deux, la partie quantitative et la partie qualitative. La segmentation, ici, vous voulez déterminer les groupes homogènes qui pourraient être intéressés à votre produit. Et il y a beaucoup de critères possibles. Cela est très c'est juste un aperçu bref de toutes les possibilités, n'est-ce pas? Mais vous pouvez décider de segmenter, de diviser votre groupe selon les critères sociodémographiques, donc le sexe, l'âge, la situation familiale, etc. Sur les critères économiques, le revenu ou la catégorie socio-professionnelle, les critères géographiques, c'est rural ou urbain, sédentaire, nomade, les comportements, taux et fidélité d'utilisation, montant et fréquence des achats, et aussi psychologique, motivation, attitude, personnalité. Et je crois que, encore une fois, c'est beaucoup plus sophistiqué que notre livre révèle, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous pensez comme ça, mais c'est vrai, il y a, si vous pensez aux publicités que vous voyez à la télévision, n'est-ce pas? Il y a des publicités pour Lucky Charms, par exemple. Ça, c'est pour des enfants, n'est-ce pas? C'est clair que c'est pour les enfants d'un certain âge qui vont dire à leur maman, achète-moi Lucky Charms, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Je passe par un tableau d'affichage sur la route et c'est marqué c'est la saison du football américain, les femmes, et c'est pour des bagues au diamant. N'est-ce pas? Donc ici, c'est pour les personnes c'est pour les hommes, pas les personnes. C'est pour pas les hommes même, c'est pour les maris. Donc, situation familiale, les couples mariés, c'est pour les maris qui regardent trop de football américain. Et comme cadeau pour leurs femmes, ils achètent une bague au diamant, n'est-ce pas? Donc, c'est très spécifique, n'est-ce pas? Quelques exemples. Et aussi, un autre type de segmentation, c'est le style de vie ou le socio-style. Et comme je viens de dire, souvent les catégories ici sont mélangées, sociodémographiques et économiques, et voilà, vous pouvez mélanger plusieurs critères. Ici, vous allez réunir les individus avec les mêmes comportements, les mêmes opinions, etc. Et c'était intéressant, en 1994, voilà les catégories, n'est-ce pas? Matérialiste, ambitieux, notable, nomade, networker, cocooner. Et voilà juste une description des cocooners, n'est-ce pas? Regardez le détail. C'est quelqu'un qui est marié avec des enfants, qui habite dans le milieu urbain. Il a un revenu moyen, il achète à crédit, il préfère les hypermarchés et bricoler, il a quelques soucis, notamment la sécurité et le confort. Il dépense peu pour ses vacances. Il a un esprit tribal, un village fortifié. C'est son esprit. Alors, regardez comment cela traverse, n'est-ce pas, tous ces critères pour développer le profil de quelqu'un très spécifique. Et donc, vous pouvez développer une politique de marketing très spécifique. Et j'ai essayé de trouver les définitions pour les autres catégories avec le même détail. Je n'ai pas pu tout trouver, mais voilà, juste si cela vous intéresse, n'est-ce pas? Un frimeur, c'est un jeune d'origine sociale très modeste.
hein. Et cette personne cherche le fantastique et l'imaginaire et aime les jeux électroniques. Il aime les marchés aux puces, hein, acheter les vêtements qui sont déjà utilisés, les vêtements d'occasion, hein, dépense son argent en consommation, mais rêve d'autre chose, n'est-ce pas, d'avoir les biens durables. Très spécifique. Et vous pouvez donc imaginer une publicité juste pour ces personnes. J'ai aussi voulu voir les Socio-Style en 2010 et j'ai essayé de voir quelques-uns pour 2015. En 2010, il y avait les jeunes ou les screenagers, les décalés, égocentrés, activistes. Hein, c'est très important de nos jours. Matérialistes, rigoristes. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir, il a défini, mon ordinateur est fatigué aujourd'hui, il définit les styles différents des personnes que je viens de mentionner. Je ne vais pas jouer tout cela, mais c'est juste pour votre référence plus tard si cela vous intéresse. Mais j'espère pouvoir vous montrer au moins un exemple. On va voir. Bon, ça prend trop de temps, donc vous pouvez consulter cela. C'est très intéressant de voir les possibilités différentes. Et en 2015, voilà comment c'est très nouveau, n'est-ce pas? Mais voilà ce qu'on pense. Donc, 20% des personnes sont légitimistes, hein? Donc âgées, isolées et veulent de l'aide du gouvernement. 12% sont méritants. Hein? Ce sont des personnes qui souhaitent une relation presque familiale avec l'entreprise. Hein? Ils méritent une attention spécifique et unique. Et 10% stressés, hein, les hyper tendus. Je pense à vous, mes étudiants, n'est-ce pas? On veut simplifier. Ils cherchent à avoir une vie plus simple. Ils sont trop stressés. Les prétendants sont des jeunes qui ne sont pas autonomes financièrement et ils demandent une relation qui les valorise. Très intéressant. Moi, je pense que cela décrit un peu la société, la génération que je vois aujourd'hui, dans des sens différents. Hein. 21%, les revendicateurs, modestes, demandent de la complicité et des bons plans. Hein. Il faut être organisé en avance. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette segmentation? Parce que l'entreprise peut adapter son produit aux attentes du client, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez avoir une politique commerciale très détaillée, très appropriée. N'oubliez pas que le but, c'est de vendre votre produit. Et donc, ici, vous avez un ciblage très efficace. Alors, après avoir étudié le marché et pensé à votre segmentation, vers quelle partie du marché voulez-vous vous adresser? Est-ce que votre produit, c'est juste pour les hypertendus ou est-ce que c'est pour les libéraux et les méritants et les légitimistes et tout le monde, mais vous avez des publicités différentes pour chaque catégorie? Vous voyez? C'est dans la phase d'analyse, dans les études, vous décidez cela. Ensuite, maintenant, c'est la phase opérationnelle, le marchéage. Donc, votre analyse passe à l'action. Il y a 4 variables, les 4 P américains. Hein? Produit, prix, place, en anglais, donc distribution et promotion. Communication en français. Promotion en anglais. Communication en français. Donc, produit, prix, distribution, communication en français. Et attention, n'est-ce pas, parce que place et promotion sont aussi des mots français avec un sens différent. Donc, product, price, place, promotion, ce sont des mots américains que j'ai ici.
Bon, le marketing mix, n'est-ce pas? Vous voulez avoir un mariage harmonieux dans le monde idéal, n'est-ce pas? Un mariage harmonieux entre la politique de chaque pays. Donc, il faut travailler avec le produit, le prix, la distribution et la communication pour avoir une politique, une synthèse entre chaque partie. Et donc, le marchéage, c'est une réponse à ces questions. Donc, quel produit mettre sur le marché, à quel prix, comment distribuer le produit et comment le faire connaître. Vous voyez, prix, communication, distribution, vous voyez les produits, vous voyez les 4 P ici dans les questions et vous voulez déterminer la réponse à ces questions. Donc pour le produit, ça peut être un matériel, donc une chose, un bien ou immatériel, un service. Avec les produits, il y a des marques et des gammes et les emballages. Donc on va discuter cela en détail. Mais peut-être c'est peut-être pas logique, vous pensez, mais bon, c'est mon produit, je dois vendre cela. Mais quelques entreprises, n'est-ce pas, sont tellement grandes qu'elles peuvent décider des produits qu'elles veulent vendre, n'est-ce pas? Walmart ne vend pas tous les produits. Walmart choisit les matériels, les biens et les services qu'elle veut offrir. Costco choisit d'autres services qu'il veut offrir. Vous voyez? Et donc, si vous êtes une petite entreprise, vous êtes entrepreneur, quel produit mettre sur le marché pour vous? Peut-être, c'est toujours important de penser, est-ce que mon produit va avoir une place dans le marché? Mais c'est différent, cette question, pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises qui choisissent. Donc, imaginons les grandes entreprises à ce moment et on va parler donc de marque, gamme et emballage. Donc, marque, c'est le signe qui distingue les produits ou les services d'une entreprise. C'est quelquefois une image et c'est pour positionner l'entreprise par rapport à ses entreprises concurrentes. Et votre image de marque, si vous vous souvenez, le premier chapitre, au deuxième chapitre, il faut déposer la marque de commerce au tribunal de commerce ou à l'IPNI, n'est-ce pas? Parce que vous voulez protéger votre marque contre la contrefaçon. Et après avoir déposé votre marque, vous avez un monopole d'exploitation pendant 10 ans et vous pouvez renouveler cela. Et la marque devient très associée avec votre produit et votre entreprise. Donc, c'est un rapport intime, vous voyez. Et voilà, ça peut être un mot, ça peut être un logo, un dessin, comme Nike. Vous voyez le checkmark de Nike, tout le monde le connaît. Ça peut être une séquence musicale, un sonal. Et maintenant, toutes les séquences m'échappent. Mais pensez aux publicités. Vous allez avoir des séquences sonales peut-être qui jouent dans la tête. Ça peut être même une forme. Et voilà la forme des petits beurres. C'est une marque. Vous n'avez pas le droit d'avoir un petit biscuit de cette forme. Même chose, la bouteille de Perrier, c'est une marque. La bouteille est protégée. Vous ne pouvez pas avoir cette même bouteille parce que c'est la bouteille Perrier et c'est une marque protégée. Il y a un deuxième sens du mot marque et ça, c'est pas dans le monde des affaires, n'est-ce pas? C'est dans le monde pratique. Quand on dit marque, on veut dire brand name. OK? Et ça, c'est ce que les gens de tous les jours disent. Mais dans le monde des affaires, marque, c'est toutes ces choses. Dénomination, dessin, séquence musicale, forme. C'est la représentation officielle du produit de l'entreprise. Et c'est enregistré, c'est déposé à l'IPNI. OK. La gamme, donc, c'est la série de produits
appartenant à une même catégorie. Donc, ils remplissent le même besoin et c'est proposé, ceci est très important, c'est proposé par le même fabricant. Hein? Donc voilà, vous pouvez avoir une série d'une gamme et vous avez les séries bas de gamme et les séries hautes de gamme, hein, qui sont plus chères et plus élégantes, si vous voulez. Et donc, je vais vous donner quelques exemples dans une minute. La ligne d'une gamme, chaque ligne a des modèles et des articles. Donc, voilà, notre exemple, c'est Apple. Apple a plusieurs gammes. Apple a des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des imprimantes, des moniteurs, des baladeurs numériques, etc. Donc, prenons la gamme des tablettes. Donc, la gamme, c'est tablettes. Apple a une ligne, juste iPad. Mais Apple a plusieurs modèles. Le iPad 4, 3, 2, le iPad Air. Il y a des articles associés avec cette ligne, des prises, des couvertures, etc. Alors, considérez la gamme ordinateur portable. La gamme ordinateur portable, Apple a 2 lignes, MacBook Pro et MacBook Air, n'est-ce pas? Et quelquefois, j'ai oublié, mais n'est-ce pas, le iPad 2, c'est bas de gamme, le iPad Air, c'est haut de gamme aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a les prix varient entre les gammes, entre les lignes, des fois. OK. La taille des gammes. Une gamme est large s'il y a beaucoup de lignes. Et la ligne est profonde si vous avez beaucoup de modèles. Donc, vous dites large pour la gamme, profonde pour la ligne. Donc, Apple a une assez grande gamme, n'est-ce pas? Parce que regardez toutes les gammes de Apple. Ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, imprimante, moniteur, baladeur. Donc, c'est grande. Mais, tablette, la ligne n'est pas très profonde. C'est juste les iPads. Il y a des modèles différents, mais c'est juste une ligne. Vous voyez? Même pour les ordinateurs portables, 2 lignes, ce n'est pas très profonde. Par exemple. OK. Donc, quelle est la différence entre gamme et assortiment? Donc, gamme, c'est la même entreprise. C'est toutes les gammes de Apple. La ligne, c'est une subdivision d'une gamme, n'est-ce pas? Un assortiment, c'est un ensemble de produits d'une même catégorie, mais avec des marques différentes. Donc, à Target, vous avez un grand assortiment d'appareils photo du numérique. Vous avez les gammes complètes de Canon et Sony et une gamme partielle de Nikon. Vous voyez? Bon. Alors, emballage. Ça, c'est le contenu, donc le produit, et le contenant, l'emballage. Et ça, c'est le matériel du produit, donc la boîte, le bocal pour payer, la bouteille, le sac, le pack, le carton, etc. Donc, l'emballage a une fonction physique, donc le transport, la protection. Il y a une fonction mercatique, donc présenter le produit pour favoriser la vente et informer le consommateur. Alors, l'étiquette fait beaucoup pour informer le consommateur. C'est la carte d'identité du produit. Il faut mentionner, et cela change un peu selon la catégorie, n'est-ce pas? Par exemple, la date limite de consommation, c'est pour les aliments, c'est pour la nourriture. Mais en général, il faut mentionner la marque, la quantité, la composition, donc les ingrédients, les précautions d'emploi, la date limite de consommation pour la nourriture, le numéro du lot de fabrication et les codes QR ou les flashcodes. Ça, c'est pas obligatoire, cette dernière chose. Mais ça commence à être de plus en plus important. Alors,
dans le monde aujourd'hui. Il y a un grand sommet sur le climat à Paris aujourd'hui. On parle de la réutilisation des emballages. Il y a beaucoup d'emballages qui sont toujours perdus, jetés après une fois, emballage avec un S. Et ça c'est la majorité aux États-Unis. Vous ouvrez l'emballage, vous ouvrez le paquet, vous jetez le paquet, vous gardez le contenu. Il y a quelques emballages consignés, donc vous payez quand vous achetez et vous êtes remboursé en partie quand vous retournez l'emballage. Par exemple, j'ai habité en Iowa et là, il faut payer 5 centimes pour chaque canette de Coca. 5 centimes. Vous payez cela quand vous achetez vos Coca et ensuite quand vous retournez les canettes, vous êtes remboursé les 5 centimes pour chaque canette, par exemple. Et il y a aussi l'emballage recyclable. Et aussi, on parle des labels points verts. Donc, ici, c'est une plus grande priorité en France. Ça commence à être plus important aux États-Unis. Vous pouvez voir que c'est marqué. Il y a un label qui marque que c'est un emballage recyclable. Ou quelquefois, c'est un emballage que vous pouvez vous-même réutiliser. Ça dépend. Il y a des types différents. Alors, quelle est la différence entre conditionnement, emballage et packaging, n'est-ce pas? Donc, packaging, c'est facile, c'est anglais. Et on dit packaging, en anglais, on ne distingue pas. Donc, en anglais, le conditionnement et l'emballage, c'est une chose et c'est juste packaging en anglais. Donc, packaging, c'est vraiment franglais, c'est la façon de présenter, c'est pas correct. En français, il faut distinguer. Donc, le conditionnement, c'est le contenant primaire qui est en contact avec le produit. Et il y a cette catégorie esthétique, n'est-ce pas? Les fonctions du marketing. L'emballage, c'est la seconde enveloppe. L'emballage est très résistant, a une grande capacité. Ils veulent protéger ou regrouper plusieurs unités. Donc, l'emballage a vraiment la fonction physique. Transport, entreposage. Donc, quand vous regardez quelque chose, vous voulez vous dire, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est pour le transport? Ou est-ce que cela touche le produit? L'aspect marketing est difficile, n'est-ce pas? Parce que souvent, vous avez des aspects du marketing sur l'emballage. C'est pas juste sur le conditionnement. Mais donc ça, c'est où c'est un peu compliqué. Mais voyons quelques exemples. Donc ça, c'est le conditionnement, n'est-ce pas? Voilà comment le plastique touche le produit, n'est-ce pas? Où les pommes sont séparées dans des boîtes et ensuite vous allez mettre un emballage. Vous ne voyez pas bien dans cette image, mais il y a une petite étiquette sur chaque pomme avec les origines et la marque, etc. Ici, c'est un exemple d'un conditionnement et un emballage, n'est-ce pas? Parce que cela touche le produit, mais vous voyez, c'est pour les transports. Vous avez, vous avez le marketing aussi sur le contenant. Alors, quelques exemples d'emballage. Alors, ici, les boîtes, c'est classique. C'est pour le transport. Vous ne voyez pas les pommes à l'intérieur. Vous voyez juste les boîtes. Mais ici, voilà où cela chevauche un peu les deux domaines. Vous avez le produit à l'intérieur des fois. Vous avez aussi le marketing et aussi peut-être une boîte que vous pouvez transporter. Ou vous pouvez... Moi, quand j'achète Nesquik, je prends cette boîte. Il n'y a pas un autre emballage. Mais bon. Alors, un petit quiz pour ces nouveaux mots de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Gamme, marque, assortiment, emballage, contenant. Alors, j'ai cherché. Pour moi, c'est une gamme. C'est la gamme des produits de Coca-Cola. N'est-ce pas? Coca-Cola fait
le Coca, fait Fanta, fait Sprite, fait je ne sais pas quel sports drink cela est, fait le thé, fait les jus d'orange et fait de l'eau. Tout cela, c'est l'entreprise de Coca-Cola. Et voilà les gammes. Et il y a des lignes différentes. Les lignes de coca, les lignes du jus, les lignes de thé, les lignes d'eau, les lignes de boissons de sport. Hein? Mais voilà. OK, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous reconnaissez certains. C'est bon de faire ces quiz ou est-ce que vous pouvez reconnaître des marques? J'ai un app qui fait cela. Comment s'appelle mon app? C'est Quiz Up. Et il y a une partie pour les marques. Oh, voilà ma réponse. Les marques. Et souvent, vous voyez avec Dove, bon, il y a l'oiseau là, mais c'est les façons d'écrire les lettres même qui fait une marque. Ou le M de McDo, ça c'est la marque. Et les couleurs. Et tout le monde sait que c'est McDo, tout le monde sait que c'est Nike, n'est-ce pas? Ou Mercedes. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un bon exemple d'un assortiment, n'est-ce pas? Parce que vous avez plusieurs marques différentes. Vous avez des gammes et des catégories. Ici, ce sont des sauces tomates ou des biscuits, des pâtes, mais des marques différentes. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, j'ai choisi emballage, n'est-ce pas? La marque n'est pas importante, donc vous n'avez pas le côté de la mercatique. C'est en contact avec le produit, oui, mais c'est pour transporter. Donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Et là, j'ai choisi conditionnement parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas transporter comme ça. Vous allez emballer ce conditionnement dans un emballage. OK. Alors, prochaine catégorie, on a fait produit. Maintenant, deuxième catégorie, prix. Et quand on dit prix, on veut dire vraiment prix de vente. Et les entreprises ont beaucoup de liberté à choisir le prix qu'ils veulent. Hein? Ils devraient considérer leurs frais internes, donc combien est-ce qu'ils coûtent pour fabriquer ce produit, et aussi les frais externes. Si je fais une sauce tomate, est-ce que j'ai besoin d'acheter les tomates? Enfin, ce sont des frais, vous voyez, et des frais externes comme offre et demande. Quelles sont mes concurrences? Est-ce que des personnes veulent une autre sauce tomate? Sinon, peut-être il n'y a pas une grande demande et je devrais changer mon prix. Il y a 3 méthodes pour fixer les prix, 3 méthodes classiques pour fixer les prix. Alors, la fixation des prix en fonction des coûts. Donc, le prix de vente, c'est les coûts internes et externes. Hein? Donc, des coûts plus une marge bénéficiaire. Facile, n'est-ce pas? Vous décidez que vous voulez gagner 10% ou 5% ou 3 centimes. OK? Et si vous vendez au prix coûtant, c'est-à-dire que l'argent revient à l'entreprise, que vous avez des bénéfices. Si vous vendez à perte, c'est-à-dire que vous vendez à un prix inférieur à la somme des coûts. Donc, vous ne gagnez pas des bénéfices, ce n'est pas une bonne idée. Vous ne voulez pas vendre à perte. Deuxième méthode, la fixation des prix en fonction de l'offre. Donc, vous regardez, vous étudiez la concurrence. Alors, si vous avez peur d'une guerre des prix, vous pouvez choisir un prix au milieu. Pour l'essence, n'est-ce pas? Je vois ça partout, n'est-ce pas? Chaque station d'essence a presque le même prix. Parce qu'ils ne veulent pas avoir une guerre des prix. Une fois, quand j'étais plus jeune, une station d'essence a vendu l'essence pour 90 centimes ou quelque chose. Et il y avait une queue de voitures et une crise et une manifestation parce qu'il n'y avait pas assez d'essence. Enfin, c'était une catastrophe, n'est-ce pas? Donc, souvent, ils choisissent un prix moyen.
si vous voulez augmenter votre, une faute de frappe, je m'excuse, votre part du marché, vous pouvez fixer un prix inférieur. Alors, c'est peut-être contradictoire à première vue, mais c'est pour faire une politique de pénétration. Walmart fait cela souvent. Donc, votre marge unitaire est faible. Peut-être vous gagnez seulement 1 centime ou 2 centimes pour chaque unité, mais vous vendez plus d'unités parce que votre prix est inférieur. Si vous êtes une petite entreprise, il est difficile de vivre avec cette politique. C'est pourquoi Walmart tue, si vous voulez, les petites entreprises ou les artisans qui ne peuvent pas faire cela. Mais Walmart est grande, elle peut perdre un peu d'argent ici parce qu'elle va gagner plus d'argent avec cette pénétration. Et troisième méthode, c'est de fixer un prix supérieur, encore une fois, un peu contradictoire à première vue. Mais c'est pour les consommateurs d'élite. Et ici, c'est une politique d'écrémage. Vous allez vendre moins d'unités, mais vous allez avoir une plus grande marge de bénéfices pour chaque unité. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais des personnes pensent que Target fait cela. N'est-ce pas? Donc, il est plus cher des fois de faire du shopping à Target, mais vous préférez l'expérience et c'est plus élite de dire que vous l'avez acheté à Target qu'à Walmart. Je ne sais pas. Mais prix supérieur, ça existe. Voilà. Des personnes sont fières d'avoir payé un grand prix. Je ne sais pas si vous connaissez personne comme pauvre étudiant, mais j'ai des amis qui disent « Oh, mais moi, j'ai payé $50 pour cela. Je l'ai acheté à Macy's. OK? Moi, je l'ai acheté pour $30 à TJ Maxx, n'est-ce pas? » Vous voyez? Donc, il y a ces deux politiques, mais ça existe, cette politique d'écrémage, les consommateurs d'élite. Et troisième méthode, c'est la fixation des prix en fonction de la demande. Donc ici, c'était l'offre, maintenant la demande. Et ici, vous faites attention aux attitudes du client. Et souvent, vous faites une enquête, vous prenez un échantillon de clients et vous posez 2 questions. Au-dessus de quel prix estimeriez-vous que, par rapport à la qualité, le produit est trop cher? Donc, vous voulez déterminer le prix plafond et le prix plancher. Au-dessus de quel prix? Et ça, c'est OUS, pas ici OUS. De quel prix douteriez-vous de la qualité du produit? Et entre le prix plancher et le prix plafond, vous avez la zone d'acceptabilité. Et dans cette zone, vous allez choisir le prix psychologique optimal. C'est tout cela, la psychologie. Cela m'énerve des fois. Ça, c'est juste mes impressions personnelles, n'est-ce pas? Mais c'est très psychologique tout cela, n'est-ce pas? Et je suis fâchée parce que je vois que je ne peux pas échapper à cette psychologie. Quelquefois, je vois un produit qui coûte $2 et je doute de la qualité du produit. Je pense que c'est pas bon parce que $2 n'est pas assez pour cette prise. Par exemple, mon mari achète des prises de $2 qui ne marchent jamais à mon avis et cela renforce mon idée que la qualité est mauvaise. Vous voyez? Et le prix plafond, encore une fois, ça c'est vrai. Vous voyez, vous n'allez pas payer $50 pour une boîte de petits pois. Ce n'est pas possible d'avoir une qualité qui mérite $50, par exemple. Alors, le prix psychologique optimal, c'est normalement inférieur au meilleur prix. Donc, la rentabilité, c'est un concept important dans ce chapitre. Ce n'est pas juste vendre les produits, mais c'est être rentable, gagner des bénéfices. Donc, la rentabilité n'est pas au maximum, mais c'est quand même le prix psychologique optimal.
Et c'est dans cette zone d'acceptabilité entre le prix plancher et le prix plafond. Cela vous donne de l'information dans une guerre des prix. Vous pouvez peut-être choisir un autre prix. Si vous voulez faire une politique de pénétration, vous faites le prix plancher. Donc, c'est utile d'avoir cette information. Alors, les coûts directs et les coûts fixes. Alors, c'est une autre méthode de calculer les ventes, les prix. Donc, vous déterminez les coûts directs, ce que vous allez payer pour fabriquer ce produit. Et vous faites un numéro proportionnel avec le nombre des unités fabriquées, n'est-ce pas? Donc, si vous allez fabriquer 100 unités ou 10 unités, le coût direct va changer, n'est-ce pas? C'est toujours, moi, imagine que je fais la sauce tomate. Une tomate coûte toujours 5 centimes, mais si j'achète en gros, peut-être le tarif change et donc je dois recalculer en proportion des nombres des unités fabriquées. Bon, vous ajoutez une marge pour des coûts fixes, pour des frais généraux. Par exemple, vous devez payer des salaires. Vous devez payer l'électricité. Et donc, vous ajoutez une marge pour cela. Et ensuite, vous ajoutez le profit, une coefficient que vous voulez pour le profit. Et donc, le prix de vente, c'est le prix d'achat, les coûts directs et les coûts fixes fois la coefficient. Et vous voulez encore une fois être rentable, pas juste couvrir les coûts. Vous ne voulez pas juste payer les coûts fixes et les coûts directs. Vous voulez gagner quelque chose. Et voilà ce coefficient. OK. Bon, vous avez fixé le prix, mais quelquefois, pour motiver votre client, vous faites des réductions de prix. Et ici, plusieurs types. Escompte, c'est quand vous réduisez le prix, c'est quelqu'un paye au comptant. Moi, je pense quand vous achetez des voitures, n'est-ce pas? Si vous payez la voiture en comptant, vous dites, j'ai 5 000 $, je vais vous donner 5 000 $ aujourd'hui pour cette voiture. Et la voiture, c'est 7 000 $, ils vont vous donner la voiture pour 5 000, n'est-ce pas? Parce que si c'est 7 000, mais il faut faire toutes les feuilles et tous les formulaires et les choses avec les banques, ils veulent éviter tous ces problèmes, donc ils acceptent les 5 000 des fois. Okay, deuxième type, la ristourne. Ici, c'est un remboursement à la fin de l'année. C'est pour les meilleurs clients qui ont atteint un certain seuil, un certain niveau. Donc, vous dites, si vous achetez 1 000 $ à mon restaurant, à la fin de l'année, je vais vous donner une carte pour 10 $, une ristourne de 10 $. Vous voyez? Donc, vous fixez le seuil et à la fin de l'année, pour les personnes qui ont atteint ce seuil, ils ont une ristourne. Bon. Il y a aussi des remises. Donc, il y a des remises pour quantité. Si vous achetez 2, la 3e, vous pouvez avoir. Il y a des remises si vous faites la livraison vous-même. Donc, si vous achetez un nouveau canapé, mais vous dites, oh, vous n'avez pas besoin de livrer cela, vous ne payez pas la livraison, c'est une réduction de prix, c'est une remise. Ou bien, si vous allez au Best Buy et vous donnez votre ancien ordinateur, votre ancien téléphone, et ils vont reprendre cela, vous avez une remise, une réduction. Toutes les 3 choses-là, escompte, ristourne, remise, récompense le client. Donc, le client reçoit la réduction. Il y a un 4e type, le rabais. Le rabais, c'est une réduction pour les articles achetés hors saison. Donc voilà, il est novembre et je vends des maillots de bain. Ce n'est pas la saison à Fargo pour les maillots de bain, n'est-ce pas? Ou les articles non conformes à la commande ou livrés avec retard ou défectueux, n'est-ce pas? Donc les rabais compensent une erreur, si vous voulez. Ça, c'est la différence. Ils compensent une erreur. Je ne peux pas vendre
ce sac défectueux à un prix normal. Mais si j'offre cela en rabais, au lieu d'avoir 0, j'ai $20. Donc, je suis compensée de cette erreur, de ce défait. OK. Attention. Toutes ces 4 réductions régulières figurent dans le tarif de l'entreprise. C'est différent que les offres spéciales liées avec la promotion des ventes. Et on va parler de cela vers la fin de cette vidéo. Alors, maintenant, troisième P en anglais, en français, c'est la distribution. 3 choses à discuter, le canal de distribution, le réseau et les méthodes de vente. OK. Le canal de distribution, c'est la voie d'acheminement d'un produit entre le producteur et le consommateur. Donc, comment est-ce que le produit arrive du producteur au consommateur? Il y a 3 types, un canal ultra court, court et long. Alors, le canal de distribution ultra court ou direct, vous n'avez aucun intermédiaire. Donc, l'agriculteur vend ses tomates au bord de la route. C'est très simple. Le producteur va directement au consommateur. Pour un canal de distribution court, vous avez un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, par exemple, l'agriculteur livre ses tomates chez l'épicier de la ville. L'épicier devient le détaillant. Donc, l'épicier achète toutes mes tomates, mais il vend en petite quantité directement au consommateur. Vous voyez? Vend, V-E-N-D. Donc, la chaîne, c'est producteur, détaillant, consommateur. Le producteur, c'est l'agriculteur. Le détaillant, c'est l'épicier. Le consommateur, c'est le client. C'est vous ou moi. Okay. Et le canal de distribution long, vous avez au moins 2 intermédiaires. Donc, vous avez le détaillant qui est en contact avec le consommateur et le grossiste qui achète le produit du producteur pour revendre au détaillant. Hein? Donc, le grossiste achète des tomates du producteur en grande quantité pour approvisionner toutes les épiceries du voisinage. Et peut-être pas juste mes tomates, peut-être le grossiste achète mes tomates et les tomates de tous les producteurs de la région pour approvisionner toutes les épiceries du voisinage. Vous voyez? Donc, le producteur vend au grossiste, il achète en grande quantité, en gros quantité, et il vend les produits au détaillant. Le grossiste n'a pas d'interaction avec le consommateur. Il travaille avec les entreprises, les détaillants qui travaillent avec le consommateur. Ça, c'est long. Alors, la différence, un commerce en détail, c'est quand le producteur est en même temps le détaillant. Et ça peut être pour tous les canaux. Hein, donc, pour long, ultra, court. Si le producteur est aussi le détaillant, si moi je vends mes tomates aux côtés de la route, c'est le commerce en détail. C'est ultra court, mais c'est le commerce en détail. Un commerce en gros, c'est seulement le canal long. Et ça, c'est la plupart des biens aujourd'hui sont vendus par le commerce en gros. Alors, pour distinguer, encore une fois, le grossiste achète en gros. Il achète en grande quantité. Et il vend au détaillant. Le détaillant vend au détail. Il vend une tomate au consommateur ou 2 tomates au consommateur. Hein? Bon. Il faut penser brièvement aux formes de commerce. Donc, il y a le commerce intégré ou concentré, et c'est quand une entreprise fait des fonctions de gros et de détail. Walmart, c'est un exemple, encore une fois, n'est-ce pas? Walmart, c'est le commerce intégré. Voilà pour une autre raison pour laquelle elle est très, très forte, n'est-ce pas? La maison mère de Walmart achète en gros. Il y a un intermédiaire et
il y a une centrale d'achat, mais c'est la centrale d'achat de Walmart. Donc, Walmart achète en gros, elle met toutes les tomates aux centrales d'achat et elle revend en détail au point de vente ses succursales, les autres Walmart, n'est-ce pas? Et donc, McDo fait la même chose, n'est-ce pas? McDonald's achète toutes les pommes de terre de la région et met les pommes de terre dans une centrale d'achat et revend les pommes de terre aux succursales, aux franchises de McDonald's. OK. Ça, c'est le commerce intégré. Vous contrôlez tout le canal de distribution comme ça. Et donc, vous contrôlez les frais un peu plus parce que vous ne dépendez pas des autres. C'est toute votre société. Il faut être grande pour faire cela. Un commerce indépendant, c'est quand vous vous limitez à juste une fonction. Vous êtes grossiste ou vous êtes détaillant. Et il y a le commerce indépendant isolé ou le commerce indépendant traditionnel. Et ça, c'est la gestion autonome. Hein? C'est le petit commerce de proximité, n'est-ce pas? Vous êtes isolé, vous êtes indépendant. Hein? Et ça, c'est le commerce traditionnel. Hein? Vous vendez vos produits et voilà. Il y a aussi le commerce indépendant associé et ça, c'est comme des franchises. McDonald's, la société mère, c'est un commerce intégré, mais les franchises, les points de vente de McDonald's s'appellent des franchises. Chaque franchise est un commerce indépendant associé. Et les franchises, dans une franchise, je crois que c'était dans un autre chapitre, mais une petite révision, c'est un contrat. Le franchiseur, McDonald's, donne la marque et le savoir-faire au franchisé en échange de redevances. Donc, il faut payer pour avoir la marque McDonald's. Et le franchisé est indépendant, mais sacrifie une partie de son autonomie en matière de gestion, d'approvisionnement. Il faut acheter des pommes de terre de McDonald's. Les normes de qualité, n'est-ce pas? Et c'est très spécifique parce que vous voulez avoir le même goût. McDonald's ne veut pas détruire sa marque. Donc, voilà le contrat qui existe pour une franchise. C'est un commerce indépendant associé. Alors, autre chose à considérer pour distribution, c'est le réseau de distribution, les points de vente. Donc, nous avons le canal. Comment est-ce que le produit arrive du producteur au point de vente? Maintenant, nous sommes au point de vente. Ça, c'est le réseau. Et c'est classé selon leur surface et aussi un peu selon ce qu'on vend. Mais voilà. Le petit magasin de proximité. Ce sont des produits de nécessité, surtout alimentaires, mais pas seulement. Et la plus petite surface. Un synonyme, c'est une bazarate ou un dépanneur. J'aime dépanneur, c'est le mot québécois, mais parce que quand vous avez une urgence, vous pouvez vous dépanner au dépanneur, n'est-ce pas? Donc, je pense à Stop and Go, mais il faut éliminer l'essence, n'est-ce pas? Mais à Stop and Go, n'est-ce pas? Si je n'ai pas assez de lait, je peux m'arrêter au Stop and Go et juste acheter rapidement du lait. N'est-ce pas? C'est juste des produits de nécessité. Une supérette. Ici, vous avez un plus grand assortiment, mais c'est toujours surtout alimentaire. Et c'est aussi une taille un peu plus grande. Un exemple, le livre a donné plusieurs exemples de chaque type. J'ai juste choisi une image pour chaque type. Mais Franprix, c'est un exemple en France. Moi, je pense peut-être à Hornbacher's Express. Chez nous, je ne sais pas. Je crois que il n'y a pas beaucoup de supérettes aux États-Unis, en fait, et au moins dans notre région. Alors, le supermarché, un peu plus grande, produits alimentaires, encore une fois, c'est la majorité, mais 20% des ventes sont des produits non alimentaires. Donc, en France, Champion, ici, vous pouvez penser à Hornbacher's. Vous pouvez acheter, n'est-ce pas, des serviettes ou du dentifrice à Hornbacher's, mais surtout, c'est les produits alimentaires dans un supermarché. Alors, le magasin populaire,
c'est une moyenne surface comme un supermarché. C'est la même taille. Mais donc, quelle est la différence? La différence, c'est que l'assortiment est plus grand et c'est non alimentaire pour la moitié. Supermarché, c'est alimentaire. Magasin populaire, non alimentaire pour la moitié. Aussi, des produits bas de gamme et un prix réduit. L'exemple classique, c'est Monoprix. Il y a des vêtements, il y a le maquillage, il y a la nourriture. Mais beaucoup de choses. Donc, j'ai pensé à Cashwise, mais je crois que Cashwise n'est pas un bon exemple parce que quand je pense à Cashwise, je pense à la nourriture. Et dans un magasin populaire, c'est non alimentaire pour la moitié. Walmart est peut-être un exemple d'un magasin populaire. Produits bas de gamme, prix réduit. Et c'est pourquoi, si vous voulez savoir, au Dakota du Nord, n'est-ce pas, les magasins doivent être fermés le dimanche avant midi. Donc, vous ne pouvez pas faire du shopping dimanche matin au Dakota du Nord. Je crois que c'est pour des raisons religieuses, n'est-ce pas? L'exception, c'est les supermarchés ou les supérettes. Si vos ventes sont principalement alimentaires, le dimanche à Fargo, vous pouvez ouvrir. Et donc, vous pouvez aller à Hornbachers dimanche matin. Mais Walmart, la majorité des ventes de Walmart sont non alimentaires. Donc, Walmart ne peut pas ouvrir dimanche matin. Si vous voulez savoir pourquoi, voilà pourquoi. Alors, l'hypermarché, une grande surface, au moins 2500 mètres carrés, mais au moyennement, c'est 5600 mètres carrés. Un seul niveau et quelquefois, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez une répartition égale entre produits alimentaires et non alimentaires. Et comme c'est tellement grand, les hypermarchés sont situés en périphérie. Et cela représente 20% du commerce en détail en France. Un exemple, aux États-Unis, c'est peut-être un super Walmart, mais il faut comprendre que les hypermarchés sont énormes. De mon expérience, les hypermarchés sont plus grands que les super Walmart, beaucoup plus grands. Et aussi, vous avez 50% alimentaire, 50% non alimentaire. Je crois que Walmart, c'est majorité non alimentaire. Donc, Super Walmart, c'est le plus près, mais ce n'est pas un vrai hypermarché. Je crois qu'aux États-Unis, nous n'avons pas de vrai hypermarché. C'est un phénomène français. C'était inventé par les Français. Alors, un grand magasin, c'est la taille d'une grande surface, même taille. Mais vous avez un assortiment non alimentaire et vous avez plusieurs rayons et donc chacun est une espèce de magasin spécialisé. Donc c'est le plus près d'un department store aux États-Unis, donc comme Herberger's. Mais regardez, faites une enquête au Google pour Galeries Lafayette. Les images sont magnifiques. Et vous avez des rayons pour des vêtements différents ou les produits bébés ou les produits maison. C'est incroyable. J'adore les grands magasins en France. Vous avez aussi les grandes surfaces spécialisées, les GSS. C'est comme les hypermarchés, mais non alimentaires. Donc, j'ai pensé comme Menards ou Ikea peut-être aux États-Unis, mais encore une fois, un super grand Menards ou le Ikea aux villes jumelles, par exemple. Il y a aussi les discounters ou maxi-discounters, magasins de rabais, magasins de vente rabais. Eux, ils ont une politique agressive de prix, PRIX, et de marge très réduite. Aldi est un exemple. Il y avait un Aldi à Fargo, je ne sais pas si elle existe plus. Mais Aldi a vendu des canettes défectueuses, beaucoup de produits à des prix très très réduits. Pour moi, voilà où ma psychologie m'énerve. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression que les produits n'avaient pas une bonne qualité, n'est-ce pas? Parce que le prix était plus bas que mon prix plancher. Et donc, j'y suis allée juste une ou deux fois. C'est triste, n'est-ce pas? Mais bon.
Alors, un magasin d'usine, en anglais, c'est factory outlet. Ici, c'est un développement américain qui devient très populaire en France. Le magasin vend à prix réduit les produits d'un fabricant. Et c'est quelquefois autour des locaux du fabricant, mais c'est de plus en plus souvent au centre de magasin d'usine, au CMU. C'est un canal direct, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'usine et ensuite vous avez le point de vente, le magasin. Et vous connaissez tous Albertville, près des villes jumelles, qui a des centres de magasins, un centre de magasin d'usine célèbre pour nous. OK, troisième chose, dans la distribution, c'est les méthodes de vente. Donc, c'est classé selon le lieu de vente. Est-ce que c'est en magasin ou sans magasin? Et les modalités humaines et matérielles de la transaction. Alors, si c'est en magasin, ici, c'est la vente traditionnelle. Vous avez un vendeur et c'est l'intermédiaire qui sert le client. Et ici, ce sont surtout des petits commerces spécialisés. Le contact personnel est primordial. C'était la vente traditionnelle en France pendant longtemps. Vous marchez dans une boutique et le vendeur arrive pour vous aider. Vous ne touchez pas, vous ne bougez pas. Le vendeur va vous servir. J'adore cela, n'est-ce pas? Mais grâce aux Américains, le vente en libre service gagne une popularité en France. Et ça, c'est le système aux États-Unis surtout. Le client se sert lui-même, sans vendeur. Je crois que c'est Gordmans ou Kohl's. Kohl's, pardon, pas Gordmans, Kohl's, peut-être Gordmans, mais Kohl's est un exemple du vente en libre-service. Je n'ai pas aimé. Je suis allée au Kohl's. Kohl's est un bon magasin et j'ai acheté beaucoup de bonnes choses là. Mais une fois, n'est-ce pas, j'avais une question. Et j'ai demandé à quelqu'un de m'aider et la personne a dit, mais il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a pas de vendeur. Vous payez aux caisses. Et donc, je suis partie. Quand je sais ce que je veux, Kohl's peut marcher. Mais moi, quand je ne sais pas, j'ai un problème. Mais la vente en libre-service, c'est le style américain traditionnel aussi. Enfin, aux États-Unis, la vente traditionnelle est toujours traditionnelle, mais la vente en libre-service est très, très commun aux États-Unis. Et voilà, je crois, le type de vente le plus populaire aux États-Unis, c'est le vente en libre-service assisté. Donc, il y a des vendeurs qui peuvent vous aider si vous avez besoin. C'est surtout les grandes et moyennes surfaces spécialisées. Donc, vous allez au Macy's, vous allez au Menards. Il y a des vendeurs qui font des choses différentes. Si vous avez besoin d'aide, ils vont venir vous aider. Si vous n'avez pas besoin d'aide, ils ne viennent pas. Ça, c'est la différence entre la vente traditionnelle. Dans la vente traditionnelle, c'est le contact personnel qui est important. Ils vont venir vous aider et vous conseiller. C'est quand vous achetez des robes de mariage aux États-Unis, c'est souvent une vente traditionnelle. Ça dépend de la boutique, bien sûr, mais bon. Vous avez la vente sans magasin. Par exemple, la vente à distance ou VAD. Et ici, l'acheteur et le vendeur ne se retrouvent jamais. Et ils ne sont jamais en présence l'un de l'autre. Plusieurs types. L'imprimé, c'est le VP6 ou VPC. VP6, c'est vente par catalogue classique, donc une papier. Vente par correspondance, VPC. Et des exemples en France, c'est la Redoute, ou je crois que LL Bean, c'est comme ça aux États-Unis, n'est-ce pas? Il n'a pas de magasin, c'est juste le catalogue que vous recevez. Il y a la télévision, les émissions de télé-achat la nuit, vous pouvez en regarder. En France, c'est intéressant, c'est interdit de citer la marque. Intéressant. Aux États-Unis, vous avez les émissions Ninja et Sofia Vergara qui fait les boissons Ninja, etc. Vous faites la commande par téléphone ou sur Internet. Et une chaîne en France, c'est le Club Télé Achat, où j'ai pensé à Home Shopping Network aux États-Unis. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Il y a le VAD Internet. Aujourd'hui, c'est le Cyberlundi. C'est triste que le Cyberlundi maintenant existe en France.
Mais le site web remplace le catalogue traditionnel. Et la Fédération e-commerce et vente à distance, la FEVAD, le chiffre d'affaires a augmenté 30% entre 2009 et 2010. Et c'était 30 milliards d'euros. Et ça, c'est il y a 5 ans. Hein? Cela augmente chaque année, la vente par Internet. C'est de plus en plus important. Alors, encore une fois, la vente à distance, c'est par courrier, mais de moins en moins. Par courriel, de plus en plus. Et courriel, par exemple, je reçois des courriels je vais voir qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone aujourd'hui. Ça m'énerve, parce que j'en ai tous les jours. Des courriels pour acheter la viande, n'est-ce pas? Ou maintenant, un jour où je ne l'ai pas. Zut, le mot m'échappe. Mais j'ai des courriels Omaha Steaks. Voilà, j'ai des courriels de Omaha Steaks quasiment tous les jours pour me demander si je veux acheter cela. C'est vraiment une fois par semaine, par courriel. Par courrier, peut-être une fois par mois. Et la vente par Internet, par téléphone, toujours important. Alors, il y a aussi la vente par réseau coopté, le VRC. Eva, Tupperware, Leah, Sophia, Callie, Mary Kay, et beaucoup de mots pour cela. C'est la même chose. VRC ou vente domiciliaire, vente par réunion, vente par délégué, vente autour d'une tasse de thé, j'aime ça. Vente en réseau par cooptation. Mais cooptation, c'est vraiment recruter. C'est la méthode de la vente. Donc, vous vendez à vos amis qui peuvent devenir distributeurs à leur tour. Et c'est une espèce de pyramide renversée. C'est surtout de bouche à l'oreille, n'est-ce pas? Word of mouth, de bouche à l'oreille. Vous parlez à vos amis, qui parlent à leurs amis, et ainsi de suite. Alors, le marchandisage, en anglais, c'est merchandising. Avec le développement du libre-service, le marchandisage devient plus important. Avec le commerce traditionnel, ce n'était pas important parce que c'était le vendeur qui allait vous conseiller. Mais maintenant, vous allez dans un magasin et vous n'avez aucune aide. C'est le libre-service. Donc, le marchandisage devient important. C'est le marketing appliqué au magasin. Alors, c'est l'ensemble des techniques qui ont pour objet de maximiser la rentabilité des points de vente. De vendre des choses, maximiser la rentabilité. Il y a 3 domaines. Première chose, aménagement du magasin. Le mobilier, l'éclairage, l'ambiance, la sonorisation, tout l'agencement des aspects différents, l'accueil, les allées, les caisses, la circulation, la signalétique, etc. Ils pensent à tout cela. Quand j'étais jeune, les restaurants de fast-food comme McDonald's avaient un mobilier dur, en plastique dur, parce qu'ils n'ont pas voulu encourager que les clients restent. Vous prenez votre nourriture, vous mangez et vous partez. Et c'était un éclairage très brillant, beaucoup de couleurs fortes, pour vous encourager à partir, en effet. Il y avait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, c'est plus doux parce que c'est le McDo Café. Ils veulent vous encourager à rester. Donc, le mobilier a changé. L'éclairage est plus sombre, l'ambiance est plus gentille, la sonorisation plus calme, n'est-ce pas? Pour vous encourager à prendre un café et passer du temps. Ils ont Wi-Fi, etc. Vous voyez? Les caisses et les allées, beaucoup de personnes me disent qu'ils préfèrent Target parce que les allées sont plus grandes. Et à Walmart, ils sont plus petites parce qu'il y a un plus grand assortiment. N'oubliez pas la politique d'écrémage. L'élite de Target, vous avez plus d'espace, c'est le luxe. Vous voyez? Tout cela joue un rôle très important.
Deuxième chose, c'est l'assortiment, l'ensemble des produits proposés par un point de vente. Un assortiment est large selon le nombre de catégories. Et donc, vous avez les marques nationales, les marques de distributeurs. Donc, comme Walmart, c'est quoi? C'est... Oh, pourquoi est-ce que les mots m'échappent aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais vous avez, c'est la marque de Walmart, c'est la marque de distributeur ou la marque de Costco, n'est-ce pas? Qui commence avec un K. Les marques nationales, c'est Heinz Ketchup ou Hidden Valley Ranch, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez la marque de distributeur et il y a des produits anonymes sans marque, aussi appelés les produits blancs ou les produits génériques. Et la zone de chalandise, la zone d'attraction commerciale, vous étudiez la clientèle et le territoire autour du magasin où résident les clients potentiels pour choisir la zone de chalandise, pour choisir les meilleurs produits, les marques que vous voulez. Voilà. Et donc, par exemple, je fais du shopping souvent à Hornbachers, à Osgood, et au Hornbachers sur 32e Avenue à Fargo. Osgood, c'est le luxe, n'est-ce pas? Donc, vous avez un plus grand assortiment des produits très sophistiqués, élite. Donc, si je veux chercher un fromage français, je vais au Hornbachers à Osgood, n'est-ce pas? Le Hornbachers sur 32e Avenue, les clients autour de ce magasin-là, un peu plus pauvres, n'est-ce pas? Donc, vous avez moins de choix, moins de marques. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas les mêmes parfums. Donc, il y a un yaourt que j'aime qui est seulement vendu sur 32e et un autre qui est seulement vendu à Osgood. Mais ils ont fait une étude de la zone de chalandise et décidé les goûts des clients. Troisième chose, c'est la disposition des produits, n'est-ce pas? Et c'est malin, n'est-ce pas? Ils mettent les produits de première nécessité au bout de l'allée ou au fond du magasin. Le lait dans un supermarché n'est jamais devant le magasin. C'est toujours au coin le plus loin pour vous forcer de marcher autour du magasin et voir toutes les possibilités, passer un maximum de rayons et un maximum de produits pour encourager l'achat impulsif. La boulangerie, c'est souvent devant le magasin. Les fruits et les légumes qui sont chers et frais, souvent devant le magasin. Voilà. Et aussi, le niveau des rayonnages. Donc, le niveau des yeux, c'est les produits les plus chers. Si vous regardez en haut ou en bas, c'est moins cher, sauf les choses que les enfants aiment. Et là, ils mettent des céréales chères en bas aussi. Intéressant. Si vous n'avez jamais remarqué, faites du shopping et maintenant faites attention à cela. C'est très, très subtil, mais c'est pour encourager la rentabilité, c'est pour maximiser les bénéfices. Alors, aussi pour montrer juste un changement subtil, mais dans le passé, vous avez dit une équipe commerciale ou l'équipe de vente, vous avez travaillé en équipe et aujourd'hui, c'est la force de vente. C'est une force. Donc, c'est la même chose, c'est les personnes chargées de vendre, mais cela pour moi montre l'importance que nous accordons aux ventes aujourd'hui. Ce n'est plus une équipe, maintenant c'est une force naturelle, je ne sais pas. Bon. Alors, il y a deux types de personnel, sédentaire et itinérant. Si vous êtes sédentaire, vous ne vous déplacez pas, c'est-à-dire que vous êtes dans un magasin, ou vous êtes à la télévision, ou vous êtes cadre. Les cadres ne se déplacent pas. Un personnel itinérant se déplace. Et le mot, souvent, c'est représentant ou VRP, voyageur, représentant placier. Donc, ma belle-sœur, elle a la région d'Illinois, le Minnesota, le Wisconsin, n'est-ce pas? Donc, elle voyage parmi ces trois États pour vendre du fromage. Donc, c'est un personnel itinérant. J'ai un ami, il
est responsable de l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Je ne sais pas pourquoi les deux, mais voilà. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, et il vend des bateaux. Voilà. La rémunération, c'est selon des statuts différents. Selon le statut du personnel, il y a 3 possibilités. Un salaire fixe, vous êtes juste payé votre salaire. Souvent, les personnels, les vendeurs reçoivent des commissions selon le chiffre d'affaires de l'entreprise ou selon les bénéfices réalisés, ça dépend. Hein? Et quelquefois, les vendeurs reçoivent des primes. Donc, c'est un montant fixé d'avance si certains objectifs sont atteints. Donc, mon ami qui vend des bateaux, n'est-ce pas, il reçoit des commissions. Donc, il reçoit un pourcentage des bénéfices. Mon frère aussi. Mais mon ami qui vend des bateaux, il a aussi des primes. Donc, s'il vend $1 million dans les 3 mois, il va gagner une prime. Et je ne sais pas combien il gagne, mais voilà. OK. Prochaine catégorie. Dernière P. La communication. Il y a plusieurs types, mais voilà. Communication commerciale. Quelles informations faut-il transmettre à quel public et par quel moyen? Donc, comment? Qu'est-ce qu'il faut dire? À qui et comment? Vous avez direct et long et indirect, court et long terme. Toujours, pour tous les types, l'objectif, c'est maximiser les bénéfices de l'entreprise. Bon. Pour la communication commerciale, il y a 2 types. Avec les médias, on dit publicité. Sans les médias, on dit communication hors médias. Hein, vous aimez ce nom. Mais attention parce que j'ai tendance même à dire la publicité pour toute la communication commerciale. C'est faux. La publicité, c'est juste avec les médias. Alors, ici, voilà. Les moyens de communication de masse, c'est la publicité. Et il faut distinguer entre les médias et leur support. Donc, un support, c'est un vecteur particulier d'information. Par exemple, Le Figaro est un support. Le média, c'est la presse écrite. Le support, c'est Le Figaro. Média, c'est la radio. Support, c'est Énergie. Média, c'est la télévision. Support, c'est M6. C'est une chaîne. Donc, média, c'est le canal de diffusion générale. C'est composé d'un ensemble de supports de même nature, n'est-ce pas? Donc, dans la presse écrite, et le livre vous donne les numéros. Dans les presses écrites, il y a 40 journaux régionaux et j'ai oublié combien de journaux locaux, etc., etc. Hein? Dans la télévision, il y a X nombre de chaînes. Cinéma, affichage, radio, jeux vidéo, web, etc. Intéressant que jeux vidéo, c'est une catégorie aujourd'hui, pour moi. Intéressant. Bon, les acteurs de la communication média, vous avez l'annonceur. Donc, c'est l'entreprise consommatrice de services publicitaires. Donc, c'est l'entreprise qui commande et paye la publicité. Et vous avez l'agence conseil en publicité ou agence de publicité ou agence conseil en communication. C'est la personne qui conçoit ou l'entreprise qui conçoit et réalise la publicité, qui fait la publicité. Et c'est l'entreprise prestataire qui donne des services publicitaires. Donc, vous avez les deux. Bon, 3 catégories de publicité. Donc, toujours des médias, n'est-ce pas? Publicité de marque. Vous voulez parler de la qualité et vous citez la marque. Ça, c'est la forme la plus commune. Et donc, vous voulez, c'est la publicité d'image ou de prestige, ou vous voulez changer l'idée du public ou améliorer la réputation, et Nike ou Hidden Valley ou enfin, je ne sais pas. Vous avez la publicité collective, donc générique, ou de branche, publicité de branche. Donc, c'est un groupe d'entreprises qui fait une publicité pour un produit, mais la marque n'est pas citée. En France, ils ont le ton, c'est bon. En anglais, je pense au You Got Milk, n'est-ce pas? C'est où pork, je ne sais pas, it does the body good. Maintenant, je confonds toutes les publicités collectives. Mais porc, viande, poulet, lait aux États-Unis sont forts, n'est-ce pas? Et ils font des publicités, tous les membres du lait, toutes les entreprises font une publicité collective pour le lait en général, pas pour une marque.
Et vous avez aussi la publicité institutionnelle. Donc, il n'y a pas de produit. C'est pour valoriser l'annonceur, valoriser l'entreprise, améliorer sans un R supplémentaire, améliorer l'image auprès du public. Public sans un O. Désolé. Donc, j'ai pensé au BP. Après, il y avait un gaspillage d'huile, un oil spill dans la Nouvelle-Orléans et BP a fait des publicités pour dire mais voilà comment on nettoie, voilà comment on aide les gens dans la région. C'était une publicité pour améliorer l'image de BP après cette crise. Et il faut aussi penser au cycle de vie du produit. Donc, il y a des publicités de lancement quand c'est un nouveau produit et vous voulez faire connaître le produit au public. Il y a la publicité d'entretien. C'est un produit bien établi et vous voulez juste garder votre part du marché ou même augmenter un peu. Et il y a la publicité de relance. Il y avait votre produit était oublié ou vous devez changer le produit, le nouveau Coca-Cola. Ou vous voulez aider l'image du produit, ça c'est une publicité de relance. Vous voulez sauver le produit de mourir. Alors, 4 choix médiatiques discutés dans notre chapitre. D'abord, la presse, c'est 50% des dépenses publicitaires en France. On ne compte pas l'Internet ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une extrême diversité des supports. Encore une fois, le livre a des chiffres, mais vous avez la presse quotidienne nationale et régionale, des magazines, la presse gratuite, la presse professionnelle et technique. Vous pouvez micro-cibler. Il y a les presses pour des personnes qui aiment les chiens. Il y a les magazines pour les personnes qui font du yoga. Donc, vous pouvez vraiment cibler une forte sélectivité géographique et sociodémographique, n'est-ce pas, avec tous ces choix. Donc, ça, c'est le premier choix en France. Je crois que aux États-Unis, c'est la télévision, mais en France, c'est la presse. Le premier choix. Télévision, c'est numéro 2 en France. Pourquoi? Parce que, et c'est 30% des dépenses en France, c'est cher les publicités en télévision. Vous n'avez pas une grande sélectivité en France. Et l'écran publicitaire, c'est de plus en plus long. Donc, il faut préparer votre publicité bien en avance, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas réagir aussi rapidement au changement parce que vous avez préparé votre publicité il y a quelques semaines ou il y a un mois, je ne sais pas. Et en France, il n'y a pas beaucoup de supports. 7 chaînes hertziennes, 3 publics seulement. Mais la télévision, même en France, est la forme la plus puissante parce que vous avez la plus grande audience. 80% des foyers en France ont au moins un téléviseur et des adultes regardent entre 2 et 3 heures par jour de télévision. Et avec le câble et le satellite, la sélectivité s'accroît parce que vous avez des chaînes thématiques. Si c'est la chaîne Histoire, vous savez que le type de personnes qui regardent la chaîne Histoire, par exemple, ou les chaînes des enfants. Donc, vous pouvez mieux cibler aujourd'hui. Donc, peut-être que ça va changer en France avec le câble et le satellite et va continuer à augmenter. Mais c'est toujours très, très cher. Et les Français lisent les presses plus que les Américains. Voilà. Mais bon. Troisième chose, en France, c'est l'affichage. 12% des dépenses en France, seulement 1% aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que la France a une longue histoire. Toulouse-Lautrec, pensez à l'émission Friends. Ils ont des affichages, des publicités dans leur appartement comme des œuvres d'art. Il y avait des artistes français qui font l'affichage et c'est connu autour du monde. Vous avez les affichages grand format, donc routier ou urbain, l'affichage des réseaux de transport pour l'autobus, métro, gare et affichage du mobilier urbain comme Arbibus, Mupi, Pisa. Quelques personnes disent que c'est une pollution visuelle, mais l'affichage reste la troisième catégorie la plus importante en France. Quatrième, c'est la radio, 7% des dépenses. Dans le secteur public, il y a 7 stations nationales, 40 stations locales, mais la publicité de marque est
interdite. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est pas le cas aux États-Unis. Je sais que c'est pas le cas aux États-Unis. Dans le secteur privé, il y a 3000 stations. La plupart sont locales. Donc, vous pouvez cibler. Vous avez une grande audience, multiplicité des supports. Donc, la radio garde son importance en France. Il y a quelques lois intéressantes en France et au Canada. Donc, la langue française est obligatoire pour toutes les publicités, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution. Très intéressant. Et la loi Tout bon en France, si une autre langue est employée, il faut avoir une traduction égale. C'est mot égal, mais la traduction doit avoir la même sonorité, la même taille, etc. que le français. Et je crois qu'au Québec, une autre langue n'est même pas possible. Tout doit être en français et le français doit être plus grand que l'anglais dans l'affichage. Les affichages peuvent avoir un certain pourcentage d'anglais au Québec, si je ne me trompe pas, mais le français est plus grand. Et j'apprécie ça beaucoup. En France, si vous voulez faire une publicité comparative, vous pouvez seulement faire cela si elle est loyale, objective et si elle a des caractéristiques vérifiables. Donc, si vous voulez comparer le prix et dire, mais il faut venir à mon supermarché parce que j'achète des pommes de terre à un meilleur prix, il faut vérifier que c'est un produit identique. C'est vendu dans les mêmes conditions et il faut pouvoir prouver l'exactitude de ce que vous dites. Je ne sais pas si, je crois que c'est le cas en principe aux États-Unis, mais c'est pas aussi strict aux États-Unis et donc beaucoup de personnes disent qu'ils ont les meilleurs produits parce qu'ils changent un mot ou ils jouent avec le langage un peu plus. Ce sont mes impressions. Alors, la communication hors média, on est presque à la fin. Promotion des ventes et le marketing direct. Bon, alors, quelle est la différence entre publicité et promotion, pardon. Alors, le but des deux, c'est maximiser les bénéfices. Publicité et promotion, maximiser les bénéfices. Mais ils font cela différemment. Donc, une publicité, c'est indirect. Donc, c'est une publicité à la télévision pour tout le monde. C'est à long terme et vous voulez travailler sur les attitudes du consommateur, changer les attitudes du consommateur, disposer le consommateur à acheter Heinz ketchup. Heinz. Une promotion, c'est souvent au lieu de vente. C'est direct, c'est court terme. Ce n'est pas l'attitude, c'est le comportement du consommateur. Vous ne voulez pas disposer, vous voulez provoquer l'acte d'acheter. Donc, la publicité attire le consommateur vers le produit et la promotion pousse le produit vers le consommateur. Ça, c'est l'adage, le cliché classique, mais c'est correct. Bon, promotion des ventes. Vous avez les réductions des prix, les offres spéciales, les coupons, 3 articles pour le prix de 2. J'ai mentionné cela pour l'autre catégorie et c'est vraiment une promotion, je m'excuse. Les primes. Donc, si vous achetez ce maquillage, je vais vous donner un sac. Donc, vous donnez un cadeau, quelque chose de différent. Échantillons, samples, n'est-ce pas? Une quantité réduite pour essayer quelque chose. Des jeux, des loteries, des concours, n'est-ce pas? Et PLV, les publicités sur le lieu de vente. Présentoir, carton, en anglais displays. Affichette, vidéo. J'étais à Shields, il y avait une vidéo sur une nouvelle type de boisson et bouteille, je l'ai acheté. J'ai un problème. Souvent, c'est avec un animateur, donc des stands de dégustation à Costco ou Hornbachers, n'est-ce pas? Et ça s'appelle animation sur le lieu de vente, où vous avez ces stands. Le marketing direct, c'est relationnel. Donc, l'entreprise s'adresse personnellement et personnellement, c'est vraiment nommément au client actuel. Donc, je reçois une lettre et c'est marqué à Madame Rawson. Ce n'est pas marqué cher client. Bon, c'est pas très personnel, mais voilà, c'est direct. Donc, c'est pas juste une publicité pour n'importe qui, c'est un contact direct avec les individus. C'est souvent par poste, par téléphone ou par courriel, par mail.
Et ça, c'est le publipostage, en anglais mailing. C'est par la voie postale. Alors, le publipostage, il y a une lettre qui présente l'offre, quelquefois une documentation qui décrit le produit, une brochure, un pamphlet, un coupon réponse. Et comme ça, si je suis intéressée, je peux continuer le dialogue. Et cela joue une part importante dans les dépenses du marketing direct. Le publipostage est toujours très important en France. C'est une dépense importante. Le démarchage téléphonique, c'est le vente par téléphone ou télévente ou en anglais phoning. Il y a de plus en plus de restrictions, n'est-ce pas? Mais les personnes qui font le vente par téléphone essaient d'éviter les lois et les règles. Donc, ça continue à jouer un rôle important. Il y a le marketing direct par mail, par courriel. C'est une nouvelle stratégie qui devient de plus en plus importante. Bon, est-ce que le marketing direct, c'est la publicité directe? La réponse courte, non. Parce que la publicité exclut toujours la communication directe. Dans le marketing direct, vous avez une base de données, une liste des personnes à contacter. Vous pouvez acheter la liste ou vous développez votre propre liste. Vous faites un ciblage efficace. Vous donnez au client un moyen de répondre. Donc, si c'est par télévision, il y a un numéro vert ou un numéro azur. Si c'est la presse, vous donnez un coupon hybride. Hein? Donc, selon les définitions officielles, ce n'est pas une forme hybride. Ce n'est pas la publicité. C'est le marketing direct et ce n'est pas une publicité. Bon. La communication événementielle. C'est la communication commerciale liée à un événement. Et voilà 5 types d'événements différents. Alors, les foires, les salons, les expositions, c'est une manifestation commerciale. Donc, c'est pour le commerce. Il y a plusieurs entreprises. Donc, foire, c'est local, régional, secteur différent. Salon, c'est national, international dans le même secteur. Donc, le salon des voitures, le salon d'aviation. Et une exposition, c'est une manifestation très importante. Donc, un salon très important, national et international. Niveau national et international. Exposant, c'est l'entreprise qui participe. Le stand, c'est l'emplacement réservé à l'entreprise. Et c'est une occasion de faire essayer les produits. Jamais aller aux foires, c'est très, très intéressant. Le parrainage, c'est un soutien, c'est une citation du livre, un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne et à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Donc, avec le parrainage, vous donnez de l'argent à quelqu'un ou à une entreprise pour un bénéfice direct. En anglais, c'est sponsoring. Donc, le nom sur les maillots de footballeurs, Nike. L'équipe de, je ne sais pas, les Bisons du Dakota du Nord vont seulement acheter les maillots Nike. Et Nike a les noms sur les maillots. Ou vous créez un événement, le tournoi de golf ou le Nissan Open, par exemple. Les mots de vocabulaire, c'est parraineur, pas parrain. Parrain, c'est un autre sens. Parraineur, c'est la personne qui donne l'argent. Parrainer, c'est le verbe. Mécénat, c'est le soutien matériel apporté sans contrepartie directe. Donc, vous ne pensez pas gagner des bénéfices. C'est juste pour des activités avec un intérêt général. Donc, je sais que les entreprises ont toujours des intérêts en tête, mais ils doivent paraître désintéressés. C'est pour surtout des manifestations humanitaires et culturelles, comme les Vins Nicolas subventionnent la construction des barrages au Mali, n'est-ce pas? Ou même Hornbachers donne de l'argent au club français. Ils n'ont pas vraiment des bénéfices d'aider le club français. Oui, peut-être je vais faire des courses à Hornbachers par loyauté. Hornbachers donne de l'argent à Pangea. C'est juste pour, je ne sais pas, c'est pour une raison culturelle. Alors, quelle est la catégorie du parrainage et mécénat? Est-ce que c'est promotion des ventes, marketing direct, communication hors médias? Le livre dit que c'est vraiment la publicité institutionnelle. Parce que les événements sont presque toujours médiatisés,
Le but, c'est inciter un achat immédiat ou valoriser l'image du parraineur ou du mécène. Donc, publicité institutionnelle. Alors, les témoignages, le rôle du prix, fidélité à une marque. Et pensez à cela vous-même. Comment est-ce que le prix détermine votre décision? Est-ce que vous êtes fidèle à une marque? Sandrine a dit qu'elle achète, pour elle, c'est le prix qui détermine. Il y a des marques qu'elle aime et elle fait des sacrifices pour avoir certaines marques de vêtements, par exemple, où elle attend des soldes. Et attention, en France, c'est seulement légal d'avoir des soldes 2 fois par an, sauf si l'entreprise meurt. Mais en juillet et en janvier, il y a des soldes. Sinon, il n'y a pas de soldes en France. Donc, attention. Et Sandrine achète par Internet, bien sûr, aussi. Donc, maintenant que vous connaissez un peu plus la mercatique, regardez le monde autour de vous. La mercatique est partout. Cela joue sur notre psychologie, même l'organisation des magasins, tout ce qu'il y a sur les produits. Je vois comment mes enfants sont influencés par cela. C'est incroyable. Et soyez le consommateur avisé. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est la fin et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Mom.